tous et bienvenue dans cette session intitulée « Identifier les voies de financement dans un monde apaisé ». Alors évidemment, c'est un peu provocateur comme titre parce qu'on est dans un monde qui est tout sauf apaisé. Nos intervenants vont donc justement raconter comment le contexte géopolitique d'aujourd'hui, qui est justement un contexte compliqué, impactent leurs institutions, et ensuite ils vont revenir sur les solutions, justement. Est-ce qu'on doit être plus créatif pour financer des projets parce qu'on est dans un monde plus compliqué qu'auparavant. Je vous présente nos panélistes. Nous avons Jacob von Weizsäcker avec nous, qui est ministre des Finances et des Sciences de la Sarre en Allemagne. Nous avons également Odile Renaud-Bassot, qui est présidente de la BERD, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Nous avons Grégoire Chauvrillère-Le Drian, qui est avec nous, chef du bureau France de la Banque européenne d'investissement. Et nous avons Paolo Correa, directeur exécutif pour le Brésil et le Suriname de la BID, la Banque interaméricaine de développement. Pierre Jacquet est l'économiste et membre du Cercle des économistes pour introduire cette session et bien comprendre justement ce qui est en jeu. Merci beaucoup Stéphanie. En effet, nous ne sommes pas dans un monde apaisé, donc si on voulait être provocant, on dirait, pour construire la paix, préparons la guerre, et donc finance pour un monde apaisé, c'est financer la défense. Et en effet, on voit apparaître une pression assez forte pour augmenter l'effort de défense, ce qui pèse bien entendu sur les ressources disponibles pour le reste. Bon, ça c'était une remarque un peu de provocation, parce que je crois que construire un monde apaisé, ça va évidemment bien au-delà. Alors on peut se demander quel est le rôle des financements internationaux pour retrouver un monde apaisé. Mais je pense qu'une première question assez fondamentale, c'est la raison d'être des financements internationaux. Pourquoi des pays, quels qu'ils soient, ont-ils intérêt eux-mêmes à dégager des ressources pour financer des objectifs internationaux qui peuvent être le développement, la solidarité internationale, mais aussi les biens publics mondiaux, que ce soit le climat ou d'autres biens publics mondiaux, dont certains d'ailleurs sont en train d'émerger. Alors, on a changé de régime. Le cadre multilatéral dans lequel on vivait, qui était un monde dans lequel les États avaient mis en place une stratégie coopérative pour poursuivre des objectifs communs. Et ça, c'est malheureusement un monde qui n'est plus universel, en quelque sorte, puisque certaines grandes puissances ont décidé que la poursuite d'objectifs communs allait dans un sens contraire à leurs propres intérêts étroitement définis, et ça met bien entendu en danger toute la structure de gouvernance de la mondialisation. Vous pouvez les nommer, Pierre, ces puissances. Pardon ? Vous pouvez les nommer, ces puissances. Je peux les nommer. Il y a bien sûr les États-Unis en premier chef. Mais on observe que le basculement s'observe dans les chiffres. L'aide publique au développement a connu en 2025 une baisse qui est la plus forte contraction jamais enregistrée, moins 25% en termes réels, ce qui est considérable, après une baisse déjà en 2024 de 6%. Et cela va continuer. Et cette baisse, les États-Unis représentent 75%. Mais 75%, ça veut dire que 25% sont le fait d'autres pays, dont la France, dont l'Allemagne, dont le Japon, dont le Royaume-Uni. Et donc, les flux internationaux de solidarité se sont considérablement réduits. Et si en volume, les financements concessionnels, donc subventionnés, continuent à être fournis en majorité par les pays donateurs traditionnels, eh bien cette rupture donne aussi un rôle accru, mais donc des perspectives de coopération nouvelles aussi à d'autres acteurs comme la Chine, qui est devenue le premier créancier mondial depuis quelques années déjà, et d'autres puissances qu'on pourrait qualifier de moyennes. Alors on ne va pas retrouver l'ordre ancien, et d'ailleurs une des questions que peut-être ce panel va aborder, c'est quelle stratégie adopter dans ces conditions. Quand on est dans une organisation multilatérale avec des moyens, il y a des tas de choses qui sont formidables qui ont été faites dans le passé. Donc comment on les préserve? Comment on cherche à préserver ce qui a été fait? Est-ce que c'est la bonne ou la seule approche? Ou est-ce que la stratégie consiste aussi à construire un monde nouveau avec de nouvelles alliances, de nouveaux objectifs? Et ça, cette tension, j'imagine que dans un contexte où les budgets se réduisent, c'est une tension importante à résoudre. Alors, il ne faut pas rêver. Je crois qu'une question importante, c'est pourquoi financer des objectifs internationaux? Il y a des raisons de solidarité. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, lorsqu'on fait des sondages d'opinion, eh bien, il y a une majorité de la population qui continue à être favorable
au soutien de la solidarité internationale. Mais comme on le sait tous, dans un contexte de contraintes budgétaires, ce n'est pas suffisant pour préserver les ressources. Et je pense qu'il faut repenser le lien entre financement international et politique. Politique pas au sens de défense des intérêts des entreprises de notre pays, comme c'est souvent malheureusement réduit, mais pour penser la construction de nouveaux systèmes géopolitiques, de nouvelles alliances. Lorsqu'on finance quelque chose, ça a une dimension géopolitique. Ça construit des réseaux d'amitié, des réseaux d'alliances qui permettent de dépasser le financement et de faire autre chose ensemble. Et je crois que nous sommes dans un monde dans lequel il y a besoin de construire ces nouvelles coalitions. Alors, au-delà de tout ça, je crois que le malaise principal dans notre monde, il demeure un peu le même. C'est qu'on a une interdépendance économique qui est une réalité, même si la politique des plus grands cherche à la récupérer au profit d'intérêts nationaux qui sont étroitement définis. Mais cette interdépendance économique, dans l'absolu, elle nécessiterait de penser au niveau mondial l'allocation des ressources, mais aussi la gestion de crise et la redistribution. Et ça, on en est encore loin, mais on peut continuer à chercher à construire cette utopie, y compris dans la situation actuelle. Mais je crois que la question, elle est devenue très politique. Comment construire de nouveaux réseaux d'alliances, probablement dans la période actuelle sans les États-Unis, mais il ne faut pas exclure qu'on puisse reglobaliser à un certain niveau, mais construire d'autres coalitions avec d'autres pays, d'autres puissances, des puissances moyennes comme le préconise le Premier ministre canadien. Mais je crois que c'est quelque chose qui est très important de comprendre que les financements, ça va au-delà d'un objectif purement financier. Voilà, les financements qui sont donc politiques. Merci beaucoup, Pierre. Justement, on va commencer par l'homme politique de ce panel, Monsieur Jacob von Weizsäcker. Vous êtes ministre des Finances, des Sciences de la Sarre, ministre allemand. Donc, je vous présente un peu parce que votre histoire est intéressante. Vous êtes du parti SPD et vous avez déclenché une des réformes les plus marquantes, finalement, de la décennie en Allemagne, puisqu'il s'agissait de réformer ce plafond à l'endettement, ce frein à l'endettement en Allemagne pour les dépenses de la défense et la création d'un fonds spécial de 500 milliards d'euros sur 12 ans, financé par l'emprunt, ce que François Villeroy de Galhau appelle le tournant historique pour l'Allemagne et pour l'Europe. Et ça, vous le soutenez. Donc, intéressant de penser qu'il y a eu un virage de 180 degrés effectué en Allemagne. Comment est-ce que vous percevez justement ce contexte géopolitique et quel impact a-t-il dans ces choix financiers pour financer en particulier les biens communs ? Donc je veux commencer avec un appel de vraiment bien apprécier les institutions globales qu'on a déjà, notamment la Banque mondiale et le FMI. En ce moment, on ne pouvait pas les recréer. Et il y a des problèmes, il y a même des situations où les États-Unis peuvent bloquer des décisions, mais quand même, pour un certain nombre des biens publics globaux, c'est extrêmement important de les avoir. Donc, même si ce n'est pas principalement une question de financement, aussi le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas... il n'y a pas un protectionnisme universel, c'est un petit peu grâce quand même à l'OMC, par exemple. Donc, je pense qu'il faut commencer en disant, même s'il y a une crise dans notre ordre global, on a de la chance qu'il reste quelques institutions qui peuvent prendre des décisions. C'est devenu plus difficile, mais il ne faut pas oublier le fait qu'on a et il faut continuer à investir dans ces institutions, sachant qu'ils ne peuvent pas donner tout le réponse qu'ils devraient. Et deuxième point, je pense dans ce désordre global, il faut y créer un peu plus des clubs. Des pays, et l'Europe peut jouer un rôle absolument clé là-dedans, des clubs, des pays, pour même si ce ne sont pas des biens publics globaux, au moins des biens publics de clubs qui peuvent avoir un caractère global. Par exemple, si aujourd'hui l'Organisation mondiale pour la santé est un peu en crise, parce que les États-Unis, par exemple, ont quitté cette organisation, on peut très bien imaginer des clubs pour les vaccins.
Et tous les pays qui sont membres peuvent avoir accès à ces vaccins. Et ça ne veut pas du tout dire qu'il faut être riche pour être dans le club. C'est important qu'aussi les pays en développement peuvent être membres. Mais donc la logique du club, c'est très important. Troisième point, il y a des domaines où il y a une vraie urgence. Et dans les domaines où il y a une vraie urgence, il faut agir. Et ça, c'est une raison pourquoi j'étais pour un assouplissement des règles fiscales en Allemagne. Parce que dans le domaine, par exemple, de technologie numérique, dans le domaine des médias, dans le domaine de la sécurité, il y a une vraie urgence de réagir. Et là, il faut être absolument pragmatique. Il faut faire ce qui marche. À mon avis, il faut réfléchir, mais pas trop. Il faut créer des institutions, mais pas trop complexes. Il ne faut pas perdre trop de temps. Et pour réussir de faire cela, il faut utiliser la géométrie variable. Et peut-être je termine à ce point-là. Merci. Merci beaucoup. Odile Renaud-Basso, alors vous présidez la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD. Vous êtes d'ailleurs la première femme à diriger cette institution. Vous avez aussi été la première directrice du Trésor en France. Vous avez travaillé au sein de la Commission européenne pendant de longues années. La BERD, c'est une institution multilatérale, mais on sait qu'elle est née pendant la chute, au moment de la chute de l'Union soviétique. Donc elle a des valeurs, elle visait à pousser ces différents pays à rentrer dans l'économie de marché, à rentrer dans le pluralisme. Il y a des principes démocratiques au sein de la BERD. Comment justement ces valeurs, comment votre fonctionnement est-il heurté ou pas par ce nouveau contexte géopolitique où c'est le bilatéralisme qui prévaut, où c'est la force qui prévaut, où vous avez un désengagement américain des institutions multilatérales? Alors effectivement, pour la BERD, on sent, vu l'histoire de la banque qui a été créée effectivement au moment de la chute du mur de Berlin, période de la fin de l'histoire, l'ouverture et donc de la chute du monde communiste, l'ouverture vers l'économie de marché, etc. Et notre mandat était vraiment d'accompagner cette transition. Le nouveau monde est un vrai choc. Et ça commence par la guerre. On a deux pays qui ont des actionnaires importants et des pays qui étaient des pays d'opération importants pour nous, la Russie et l'Ukraine, et la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine. Et donc, on est vraiment au cœur un peu d'un choc géopolitique. Mais ce qui est intéressant par rapport au débat, à la question d'aujourd'hui, c'est comment, en fait, malgré ce changement total d'environnement, etc., en fait, on s'ajuste et des institutions comme la BERD arrivent à s'adapter dans ce nouvel environnement. Donc, par exemple, quand en 2014, la Russie a commencé à attaquer la Crimée, annexer la Crimée, etc., on a arrêté, alors qu'on était le principal investisseur en Russie, on investissait des milliards d'euros par an en Russie, on a totalement arrêté nos financements pour la Russie. Et quand en 2022, la guerre en Ukraine et l'invasion de l'Ukraine a passé une nouvelle étape, on a continuer à investir dans un pays en guerre, ce qui pour une banque de développement n'est pas totalement évident. Le premier réflexe, c'est de dire on ne sait pas ce qui va se passer, si demain le pays sera toujours sur ses pieds, etc. Et en fait, on a réussi à trouver les mécanismes avec le soutien des actionnaires, des garanties, etc., pour pouvoir continuer à investir dans un pays en guerre, reconstruire des infrastructures qui sont bombardées, reconstruire aider les entreprises à continuer à développer leur activité dans un monde en guerre, etc. Ce qui prouve d'une certaine façon l'agilité, le fait qu'il y ait un pays avec un programme FMI, un pays en guerre avec un programme FMI, je crois que c'est aussi une première. Et donc, ça montre l'adaptabilité des institutions avec des modes de gouvernance qui permettent de continuer à prendre des décisions parce qu'on a des règles de majorité et on n'a pas besoin d'avoir un consensus de tout le monde et de tous les pays pour pouvoir agir. Et ça, c'est une grande spécificité, une grande force. Les Américains, par exemple, sont les premiers actionnaires de la BERD, avec plus de 10% des actionnaires, mais on a aussi une majorité des pays européens. Donc les pays européens
à eux seuls, plus la BUI, qui est aussi notre actionnaire, ont eu aussi une majorité. Et on a des alliances qui se créent, par exemple, sur une question aujourd'hui très controversée avec les États-Unis, qui est la question des financements climatiques. Les Américains sont plus du tout en soutien d'avoir cette priorité comme pour des institutions comme la nôtre. Mais la majorité des actionnaires soutenant cet objectif, on continue à avoir cette priorité au cœur de notre action, malgré l'opposition d'un actionnaire. Donc, et ça ne veut pas dire que les Américains sortent, ils sont toujours actionnaires de la banque, ils ont participé à une augmentation de capital, donc ils continuent à participer au débat parce qu'il y a aussi des terrains d'entente possibles. Donc ce n'est pas tout blanc, tout noir. On a une priorité pour la banque qui est par exemple l'amélioration de la gouvernance dans les pays dans lesquels on intervient. Donc la gouvernance du secteur public, des entreprises publiques, l'état de droit, lutte contre la corruption. Ça fait partie de vos valeurs, donc. Les valeurs, la gestion transparente des entreprises, comment effectivement assurer une bonne gestion des comptes publics, etc. C'est une priorité qui a toujours été là, mais sur laquelle on insiste plus aujourd'hui. Et c'est une priorité sur laquelle, par exemple, les Américains vont être tout à fait en soutien, etc. Donc c'est un peu la cartographie à géométrie variable dont parlait Jacob, mais c'est au sein d'une institution avec des domaines où il va y avoir plus ou moins de consensus, pas mal de projets où certains pays vont voter contre, et ça continue, mais des projets où il y a plus de soutien, et ça continue de pouvoir fonctionner en délivrant en apportant un soutien aux pays dans lesquels on intervient et en participant à répondre à la demande de biens publics mondiaux. Je voulais faire un point aussi sur l'importance... Oui, non, mais le soutien à l'Ukraine, c'était une décision politique, du coup, du côté de la BERD, le fait de continuer à investir dans ce pays en guerre et de sortir de la Russie. C'était une décision effectivement prise avec nos actionnaires, effectivement de nature politique, qui était de dire l'Ukraine a besoin de soutien économique. Nous, on n'intervient pas du tout dans le domaine militaire. Hein. En étant avec la nature de nos actionnaires, on n'intervient pas du tout dans le financement du soutien militaire, mais vraiment le soutien à l'économie, aux entreprises, aux infrastructures et tout ça, qui est fondamental pour que le pays puisse continuer à fonctionner et à soutenir son effort de guerre. Donc, mais c'est une décision effectivement fondamentalement politique prise avec notre conseil d'administration et nos actionnaires. Vous vouliez réagir sur ce qu'avait dit Monsieur le ministre ? Non, je voulais dire sur le point sur l'aide publique au développement, parce que c'est vrai qu'il y a un débat, et notamment en France, sur l'intérêt de l'aide publique au développement et comment cette aide publique au développement doit évoluer. Je pense que les points faits par Pierre Jacquet sur l'importance de la solidarité et aussi des intérêts globaux de notre pays, je pense que c'est un domaine où on doit continuer à investir parce qu'on a des intérêts économiques, mais aussi parce que la stabilité des pays voisins, des pays du bloc de la Méditerranée, mais aussi des pays d'Afrique subsaharienne, est absolument fondamentale pour la stabilité européenne. Et donc, on a souvent une approche très restrictive des intérêts économiques, des intérêts des entreprises, des investissements directs, etc., de plus en plus. Mais je trouve qu'on manque une partie. C'est important de rappeler l'importance de la stabilité et du développement des pays autour de nous et dans le monde pour la prospérité de notre pays et de l'Europe en général. Merci beaucoup. Grégoire Chevrillard-Le Drian, alors vous êtes chef du bureau France de la BEI. La BEI, c'est un peu, on peut dire, le bras financier de l'Union européenne avec ses 27 pays actionnaires. Je cite juste un exemple qui parle à tout le monde. Airbus qui va recevoir par exemple un prêt de 3 milliards de dollars de la BEI. Ça, on l'a su dans la presse depuis 3 jours. C'est un montant record. Donc comment ce contexte politique, géopolitique, impacte-t-il les choix de la BEI ? Les institutions financières ont des mandats différents. La BERD comme la BEI ont un mandat un peu différent, même si ça se recoupe sur certains territoires. Mais je pense qu'il y a une conviction qui est celle que nos investissements, les investissements qui sont portés par ces institutions, eh bien, ça permet de prévenir les crises, ça permet de réduire les fractures et ça permet aussi de préparer le futur. Et je pense que ça, c'est un des rôles de la Banque de l'Union européenne qui s'appuie sur 27 États membres, qui a un mandat particulier, qui est d'investir dans les priorités stratégiques de l'Union européenne, au sein de l'Union européenne, mais aussi à l'extérieur, qui fait partie également de ses prérogatives. Et quelque part, dans un monde qui évolue beaucoup, les États membres, nos actionnaires, demandent à l'institution de faire de plus en plus. Face aux crises qui se répètent depuis une quinzaine d'années, l'institution a augmenté ses financements de telle manière qu'elle puisse non pas se substituer,
mais accompagner les investissements qui sont portés par les États membres. Alors, en pleine disette budgétaire des 27, c'est vrai que c'est particulier. Donc en fait, vos interventions n'ont rien à voir, ce serait intéressant de le dire, avec les budgets de chaque pays européen qui, a priori, sont plutôt en déficit, à part quelques pays. Mais... Exactement. On ne va pas cacher qu'il y a effectivement des difficultés budgétaires. Et on associe souvent les financements européens à un élément subventionnel, à de l'aide. Le modèle de la Banque de l'Union européenne est tout différent. C'est une banque. Il n'y a pas de transfert budgétaire des États membres vers cette institution. Nous émettons des titres sur les marchés obligataires grâce à la meilleure notation possible, qui est un AAA, qui est d'ailleurs l'exemple même, le reflet d'une Europe forte quand elle se construit ensemble. AAA, c'est mieux que la majeure partie des actionnaires. Ce qui veut dire que l'institution qui représente les 27 États membres est mieux notée, non seulement que la moyenne des États membres, mais est la meilleure notation possible. Donc à 27, on est plus fort que tout seul. À quoi ça sert ce AAA? Ça sert simplement à émettre des titres sur les marchés et de se financer le moins cher possible, c'est-à-dire avec des taux compétitifs. Et comme on est une institution publique, comme la BERD, notre vocation n'est pas de faire du profit, mais de faire en sorte que les projets que nous financions, les choix sur les secteurs stratégiques que nous décidons, puissent se financer dans les meilleures conditions possibles, à la fois avec des taux compétitifs et sur des maturités longues. Parce qu'un investissement de long terme, c'est ça qui préserve aussi, qui garantit une paix durable, si on peut l'espérer, parce que c'est des investissements qui relient dans l'éducation, dans la santé, dans les infrastructures, dans les interconnexions. C'est un point stratégique. Ce sont des investissements qui préparent l'avenir. Et puis, c'est des investissements qui essayent de garantir ce qu'on appelait la convergence de nos économies, c'est-à-dire la cohésion entre les territoires, qui est aussi un facteur de paix et de stabilité. Merci beaucoup. Paolo Correa, vous êtes directeur exécutif pour le Brésil, le Suriname de la Banque interaméricaine de développement. Vous avez été longtemps économiste à la Banque mondiale. Alors le Brésil, l'Amérique latine, ça vous intéresse aussi aujourd'hui. C'est une institution multilatérale, la Banque interaméricaine de développement. L'actionnaire majoritaire, ce sont les États-Unis. On apprend hier que la Banque mondiale abandonne l'objectif de 45% de financement dans l'économie verte, sous pression, il faut le dire tout de même, de l'administration Trump. Donc comment ça vous impacte? Merci beaucoup de m'avoir invité à participer à cette table ronde. C'est un plaisir d'être ici depuis 2 jours. Donc pour répondre à votre question, je dirais que le premier résultat est qu'il est fort probable que nous avons des objectifs pour le financement climatique. Il faut financer entre 47 et 50% de tout le financement que nous faisons. Je sais que le EBRD et le EBI ont également des objectifs, mais il faut modifier les objectifs peut-être. La bonne nouvelle est que l'investissement climatique ne va pas être réduit pour les pays en voie de développement. Les pays vont vers l'EIB et nos banques pour un investissement dans les projets qui vont réduire l'impact du changement climatique. Alors, le récit n'est pas très encourageant, malheureusement. En fait, les engagements sont importants parce que le financement du climat, par le passé, dépendait du financement de l'MDB. Mais c'est la fin de tous ces accords avec les MDB. Mais ça n'implique pas que le financement du climat va aller en décroissant. Je souhaite rajouter encore un commentaire qui a trait au point de vue du pays développement et cette histoire de club. Nous finançons le développement. C'est au-delà du financement climatique. Il nous faut des codes de développement durable et ceci nécessite de financement. Mais les ressources disparaissent. Pour le climat, il nous faut 1,3 milliard. Mais on a jusqu'à 300 millions jusqu'à aujourd'hui. Donc, d'où va venir l'argent? Des pays de l'OCDE,
qui ont des budgets qui se réduisent, comme on a déjà entendu. Le Brésil essaie d'avancer dans le G20 et à la COP 30 avec 2 années de financement obligatoire qui viennent de la fiscalité, par exemple, ou bien des impôts sur les richesses qui pourraient financer le combat contre l'extrême pauvreté. Ces listings politiques n'ont pas réussi. Le point est que les fondations pour le financement du développement est en chaos, basé sur les contributions volontaires. Le multilatéralisme n'est plus à la mode aujourd'hui. Et dernier point, l'état de droit. Donc, oui, on a besoin de ces clubs, mais je voudrais rajouter un commentaire. On a besoin de hiérarchiser nos projets. Il y a trop de fragmentation, trop d'objectifs, différentes manières de solliciter ces ressources. Il faut mieux cibler, mieux gérer tout cela. Et je dirais également que l'un des objectifs devrait être d'éliminer la pauvreté extrême. Monsieur le ministre, alors justement, votre réponse, puisque dans cette seconde partie, on aimerait savoir un peu quels sont les outils proposés dans ce monde plus complexe. On a compris le fonctionnement, on sait que vous faites partie des non-orthodoxes, finalement, est-ce qu'on peut les appeler comme ça, en Allemagne. Donc, est-ce que vous avez des outils un peu non-orthodoxes à nous proposer ? Peut-être je vais commencer avec l'observation que j'avais fait avant, qu'il y a des nouveaux biens publics globaux. Et je vais mettre peut-être l'appui sur la question du numérique, l'intelligence artificielle, mais aussi les médias. Je pense qu'on sous-estime à quel point ça influence non seulement le fonctionnement de nos démocraties sur le plan des États membres en Europe, sur le plan européen, mais aussi ça a un impact énorme sur notre capacité comme une communauté globale de coopérer. Et je trouve que c'est extrêmement important. Il y a un travail intellectuel, il y a un travail institutionnel, un travail de régulation, mais aussi un travail avec le secteur privé à faire pour arriver à des meilleures solutions. Et une manière de le regarder, c'est une économie numérique qui se concentre sur notre attention, comme nous le faisons sur le panel, j'espère. C'est une logique qui a une base commerciale très très forte. Une logique qui se concentre sur le savoir, la lumière, si vous voulez. Ça, c'est une économie numérique qui n'a pas fortement les mêmes avantages commerciaux que l'économie, un modèle qui se concentre... Donc un modèle plus démocratique, plus ouvert, ce sera un modèle... Moi, je ne dis pas... peut-être démocratique, c'est sur l'intelligence artificielle. C'est la question, est-ce que vraiment on prend comme individuel, comme société, des décisions basées sur les connaissances, ou est-ce qu'on prend des décisions basées sur des réflexes? Et juste pour donner cet exemple, il y avait au début de l'Internet l'idée que l'Internet va lier tous nos cerveaux dans un grand cerveau extrêmement puissant qui va mener à des meilleures décisions. Et aujourd'hui, on a l'impression, c'est le cas, mais on lit des parties des cerveaux très anciens, pas très nouveaux. Et donc, il y a des réflexes très forts, mais pas fortement des bonnes décisions. Et il y a une expérience très intéressante au Taïwan
où un ministre du numérique, Audrey Tang, avait proposé un modèle basé sur le numérique d'interaction entre les différents citoyens pour trouver des meilleures solutions aux problèmes sociétals. Et il y avait un algorithme qui essayait de trouver les éléments communs entre les citoyens et pas les éléments qui les divisent. Et ça a assez bien marché. Et je pense trouver un financement, trouver une régulation pour assurer que le numérique va plutôt dans ce sens-là, c'est très important. Mais ce n'est pas normalement quand on fait les débats sur le bien public global, on pense pour des bonnes raisons, on pense au climat, on pense à la santé, à la santé, la biodiversité, la pauvreté, on ne réfléchit pas forcément là-dessus. Et sur le numérique. Et juste pour terminer, la même chose est vraie pour la sécurité, c'est un nouveau challenge. Et ce n'était pas une surprise pour moi que Luc Frieden, le Premier ministre de Luxembourg, c'est à côté de la Sarre, donc je le mentionne en premier, et Mark Carney du Canada avait proposé la création d'une nouvelle institution pour financer les investissements de défense communs. Et comme c'est presque une conversation franco-allemande, il faut l'admettre. Pour le moment, même entre nos deux pays, on ne mobilise pas les synergies nécessaires pour bien avancer. Donc, je pense que c'est un excellent projet. Merci beaucoup. Votre réaction peut-être, Odile Renaud-Basso, à ce que vient de dire Monsieur le ministre, donc sur cette idée peut-être d'une institution plus petite entre le Luxembourg, le Canada, mais peut-être d'autres pays, et puis élargir finalement ces financements. Donc le bien commun, ça inclut aussi l'intelligence artificielle, ça inclut aussi la défense, pourquoi pas, même si on peut dire qu'il y a plus d'argent aujourd'hui mis dans la défense que sur le climat. Donc là aussi, il y a des arbitrages à faire. Mais sur le numérique, pour rebondir, parce que la BERD, il me semble, investit aussi dans le numérique, est-ce qu'on n'est pas déjà très en retard en Europe? Est-ce qu'on peut rattraper ce retard, peut-être avec une vision différente? Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est en fait, les nouveaux enjeux, je suis complètement d'accord avec Jacob sur les nouveaux enjeux, le numérique, les enjeux de défense, etc. Mais en fait, le monde nouveau dans lequel on vit et les nouveaux enjeux nous amènent à repenser la façon dont on fait nous-mêmes. On va investir dans des pays. Par exemple, aujourd'hui, la question de la cybersécurité. Quand on fait des projets d'infrastructure, on se pose immédiatement, automatiquement, la question de la cybersécurité. Quand on fait des projets dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des renouvelables, on commence à regarder d'où viennent. Est-ce que le fournisseur peut déconnecter le système, quel est le contrôle qu'on a sur les données, quel est le contrôle sur la continuité du système, etc. Donc c'est des problématiques qui, il y a quelques années, n'étaient pas tellement dans notre radar, où on ne se posait pas la question, et où vraiment, maintenant, on intègre ça dans la façon et dans les conseils qu'on peut donner au pays sur, attention, tel investissement, vous avez besoin de tel, ou aux clients, à des entreprises privées, comment se protéger en matière de cybersécurité. Pour un pays, comment gérer le problème de dépendance. On a vu avec le Covid, les conséquences de la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, les questions de dépendance et d'avoir des chaînes de production qui sont trop intégrées, trop dépendantes d'une partie, d'un maillon de la chaîne. Et donc ça amène à repenser quand même les stratégies de développement économique, les stratégies des acteurs privés. Surtout que, pardonnez-moi, mais au moment de la guerre en Iran, on s'est rendu compte à quel point l'Europe était encore très dépendante, malgré les politiques post-Covid. Exactement. Donc il n'y a pas de réponse. C'est jamais. On ne peut pas répondre de façon. Ça prend du temps. Les réponses, développer des voies alternatives, développer des sources de production alternatives et tout ça, ça prend du temps. Mais c'est un facteur à prendre en compte dans ce monde beaucoup plus fragmenté, beaucoup plus conflictuel, et où on a été à un degré d'intégration très fort avec les risques qu'on a vu se réaliser. On doit repenser et intégrer ça dans les stratégies de développement, y compris par exemple les questions de développement, de production locale, pour les pays en développement de monter dans la chaîne de valeur, pour être moins dépendants, avoir plus de valeur ajoutée au niveau local, etc. Ça c'est le premier volet.
Le deuxième volet, qui est très important par rapport à la problématique de baisse de l'aide au développement et de l'importance des besoins, c'est d'arriver à mieux travailler avec le secteur privé. Donc nous, la BERD, notre mandat est de travailler pour l'essentiel avec des investisseurs privés, de financer, non pas de financer les États ou le secteur public, mais vraiment d'accompagner les projets privés. Et c'est une façon de financer le développement via l'investissement privé. Et un des grands enjeux pour les banques de développement aujourd'hui, c'est que, comme le disait Grégoire, on a notre bilan, on lève de l'argent, on peut faire des prêts, on a une capacité financière importante, mais qui n'est jamais pas du tout à la hauteur des besoins de financement des enjeux climatiques ou du développement des pays en émergence ou en développement. Et donc, on a besoin de pouvoir mobiliser des investissements privés avec nos propres investissements. Donc, de travailler, par exemple, avec des gestionnaires d'actifs. Nous, par exemple, on travaille pas mal avec des fonds de pension européens aux Pays-Bas. Ils ont des très gros fonds de pension qui sont intéressés à allouer une petite partie de leurs investissements à des projets dans les pays émergents, parce qu'il va y avoir de l'impact, par exemple, ça va contribuer soit un impact social, soit un impact climatique, et qui répond aux demandes des retraités, par exemple, qui veulent pouvoir avoir cet impact. Ils ne prennent pas des risques inconsidérés, c'est une toute petite partie de leur allocation, mais compte tenu de la taille de ces fonds, ça peut faire une vraie différence. Et donc on travaille beaucoup pour essayer de développer des mécanismes de financement avec des acteurs privés. Les assureurs, par exemple, aussi, ils cherchent à améliorer leur rendement. Donc, dans les pays émergents, on peut avoir des rendements un peu plus élevés parce qu'il y a un peu plus de risques. Et donc, ils peuvent travailler avec nous pour financer, donc faire un effet de levier de nos propres financements pour amener des investisseurs privés. Et c'est, je pense, une voie qui va être de plus en plus importante dans les années qui viennent pour financer ces pays. D'associer le privé, donc. Alors, Grégoire Chauvrillard-Le Drian, donc il faut être plus créatif, hein, on le sent à un moment, le bras armé de l'Union européenne, une Union européenne qui quand même montre aussi des divisions, qui veut monter en puissance, mais bon, ça n'est pas un pays, l'Union européenne, on voit très bien qu'il y a des divergences entre la France, l'Allemagne, également l'Espagne. Comment on fait pour monter en puissance sur l'intelligence artificielle? C'est quand même intéressant de voir que de nombreux financements européens se sont versés vers les États-Unis, vers le Nasdaq. Donc ça veut dire quand même toute une épargne européenne qui part vers les États-Unis. Donc on parle de valeur d'une autre intelligence artificielle, mais cet argent s'en va. Il s'en va vers les États-Unis. Comment on fait face à ce type de réaction justement au contexte géopolitique? Les solutions? Alors plusieurs commentaires et en réaction à ce que Odile expliquait. Le rapport Draghi, qu'on cite régulièrement, 800 milliards d'euros de financement, de besoins de financement annuels. La Banque européenne d'investissement, 100 milliards d'euros de financement par an. On voit bien qu'il y a un gap de financement aujourd'hui qui ne peut pas être couvert par la puissance publique. Et donc, il y a des besoins qu'il est nécessaire d'aller mobiliser et d'orienter vers des investissements qu'on va dire stratégiques. Notre rôle à nous, institutions publiques, c'est d'essayer d'amorcer les choses, d'avoir un effet catalytique. On ne finance jamais seul un projet, on embarque avec nous du secteur privé, des banques, des fonds d'investissement, de telle manière qu'on ait un effet, comme Odile le mentionnait, catalytique, et qu'on va, sur la base d'une orientation politique, stratégique donnée par la puissance publique, on va embarquer avec nous du secteur privé, quitte à prendre la première partie du risque, de telle manière qu'on dérisque un tout petit peu un investissement qui peut être fait. Alors, ces orientations stratégiques, ces projets stratégiques, effectivement, ça peut être des sujets aussi très structurants pour l'Europe. J'ai en tête les batteries électriques. Quand l'Europe prend une décision de sortir du véhicule thermique à horizon 2035, l'idée n'est de prolonger, de s'affranchir des importations de pétrole, l'idée n'est pas de se jeter dans une autre dépendance. Et donc, notre rôle à nous, c'est de favoriser l'émergence d'acteurs qui vont offrir une alternative européenne, sur le sol européen, de batteries électriques. Il faut le temps aussi de l'industrie et on part avec un certain retard. Et c'est risqué. Premier exemple, Northvolt, qu'on a accompagné dès le début. Ce n'est pas une success story. Deuxième exemple, Verkor, qu'on a accompagné en France. Le démonstrateur à Grenoble avec du financement risqué en 2020. Et puis la Gigafactory qui a été montée à Dunkerque et qu'on a soutenu sur des montants stratosphériques. On parle d'un projet de 2 milliards d'euros. Donc notre rôle à nous, avec d'autres acteurs, notamment privés, c'est d'essayer de catalyser cette épargne que vous mentionnez, qui est aujourd'hui investie massivement
sur les marchés américains plutôt qu'en Europe, et de créer les conditions favorables à mobiliser ces financements. On le fait au quotidien, je dirais, dans les projets que l'on finance. On le fait aussi avec des outils un peu plus innovants. C'est cette innovation financière qu'on essaye d'accompagner, comme cette initiative de European Tech Champion Initiative, qui vise à accompagner aujourd'hui l'émergence de fonds d'investissement qui ont une taille cible supérieure à 1 milliard d'euros, qu'on puisse mobiliser, qu'on puisse investir 200, 300 millions d'euros comme Limited Partners, de telle manière que ces fonds soient en capacité d'aller investir dans les tours de table de plusieurs centaines de millions d'euros, là où jusqu'à présent il n'y avait pas la profondeur de marché suffisante en Europe, et ces entreprises allaient se financer sur d'autres marchés. Donc notre rôle à nous, c'est d'essayer de mobiliser ces financements avec une orientation politique, avec une gouvernance politique, et d'orienter vers les priorités qui sont aujourd'hui celles de l'Europe. En premier lieu, la lutte contre le changement climatique, à laquelle nous consacrons plus de 50% de notre activité. On le garde et on le maintient et on le conserve et on l'affirme. Plus de 60% de notre activité. Et d'ailleurs, la France est le premier bénéficiaire sur ce segment-là. C'est quand même un signal fort. Le deuxième, c'est l'innovation, parce qu'il n'y aura pas de paix s'il n'y a pas de compétitivité, s'il n'y a pas d'emploi. Et puis, il y a un nouveau secteur que vous avez mentionné, qui est venu s'additionner et pas se substituer à nos priorités, c'est la défense et la sécurité. C'était un segment exclu, au même titre que la pornographie ou que l'alcool il y a encore quelques années, par un certain nombre d'investisseurs financiers. L'Europe aussi, on peut parler de fin de la naïveté européenne. Je dirais qu'en 2 ans, il y a eu une accélération. On a multiplié par 4 nos financements vers le secteur de la défense. C'est probablement insuffisant, mais ça a permis cette opération que vous mentionniez en introduction auprès d'Airbus, pour près de 3 milliards d'euros engagés, Thales l'année dernière, et puis des entreprises de plus petite taille, K-Labs, Gatewatcher, Fabentech, pour ne pas les mentionner. On ne le fait pas tout seul, on le fait aussi avec des banques, puisqu'elles nous empruntent pour prêter au moins le double, le triple, le quadruple vers des PME, puisque la BITD a quand même est assez fragmentée entre 9 donneurs d'ordre et 4000 PME qui ne peuvent pas avoir des financements directs de la BEI, mais qui, par l'intermédiaire des fonds en equity ou de dette par les banques, eh bien, peuvent avoir accédé à des financements européens avec des ressources les plus compétitives possibles. Merci beaucoup. Paolo Correa, vous. Alors, quels sont vos outils, justement, au sein de la Banque interaméricaine de développement, pour financer, en particulier, vous vouliez parler de la pauvreté, qui reste un sujet très important, qui nécessite beaucoup de financement, mais peut-être avec une méthode un peu plus innovante, des outils peut-être un peu nouveaux? Je crois qu'il s'agit avant tout d'un des messages les plus importants. Il y a beaucoup évidemment de priorités en ce moment pour l'Europe, et je voulais vous donner la perspective du Grand Sud. Il y a une étude récente qui vient de l'Université de Berkeley qui dit que pour éliminer la pauvreté extrême dans le monde, il faut 0,3% du PIB mondial. Donc c'est tout à fait accessible. Numéro 2, je voudrais réfléchir à ce que ça veut dire de vivre avec 2,15 $ par jour. Je ne sais pas comment ça coûte un paquet de chewing-gum ou un verre d'eau. Ce que vous pouvez vous acheter avec 2,15 $ par jour. Je travaillais au Brésil, mais à Madagascar, dans des pays très pauvres, en Afrique également. Et ça, c'est la différence entre manger ou ne pas arriver à manger. Ou alors manger dans les poubelles. Je ne veux pas être trop dramatique, mais je veux vraiment appeler à votre sens de priorité par rapport à d'autres priorités très importantes, j'en suis sûre. Et je peux tout à fait m'identifier à vos priorités. Mais ce n'est pas seulement accessible financièrement. Nous savons ce que nous devons faire, nous savons comment le faire et pourquoi nous devons le faire. Et l'un des exemples les plus importants, c'est les transferts d'espèces qui existent en Brésil, par exemple. Ça donne des ressources à des personnes très pauvres qui leur permettent de garder leurs enfants à l'école, qui leur permettent de vacciner leurs enfants. Et à l'heure actuelle, ça aide des millions de personnes. C'est accessible, ça a des résultats dans la vie des gens, ça les permet de leur sortir de la pauvreté. Et les enfants vont plus à l'école, ça fait baisser le taux de mortalité. La mobilité intergénérationnelle, qui est un point très important également. On entend chaque année parler depuis 2 jours d'avoir de l'espoir dans le futur. Vous imaginez en Amérique latine ce que ça peut avoir comme impact, dont sous le populisme, etc. Et ça permet également de lutter contre le crime, la criminalité. Et tout cela est documenté par des études universitaires.
Donc pourquoi l'aide financière est si importante? Parce que ça doit être dirigé vers des pays qui en ont vraiment besoin. Le Madagascar et le Mozambique, il y a trop de pauvres pour un PIB qui est très bas. Donc ça ne rentre pas dans le budget, dans l'économie globale de ces pays, malheureusement. Donc ça veut dire que nous devons trouver des moyens de financement de certains programmes. Et deuxièmement, il faudra avoir une assistance technique pour aider à façonner ces programmes et les façonner selon la réalité de ces pays et pour être sûr qu'ils arrivent vraiment bien vers ces pays. Un dernier exemple, 30% des personnes au Mozambique n'ont pas de carte d'identité. Donc ils n'existent même pas sur la carte. Vous ne pouvez même pas commencer un programme social avec ces personnes-là. Ça va prendre du temps, ça va demander de l'assistance technique. Nous, on travaille pour l'Amérique latine et les Caraïbes et les Antilles, mais on travaille également en Haïti, qui est un peu... Donc je sais que c'est un peu parallèle à tous les sujets dont on parle depuis tout à l'heure, mais moi je parle de ma perspective, la perspective de l'Amérique latine, et je voudrais simplement vous donner notre... Vous dites, elle a fait ses preuves. Yes. Pierre Jacquet, Oui, tout à fait. rapidement conclure pour qu'on puisse avoir 5 minutes pour la salle, faire réagir la salle. Merci. Alors moi, je note un certain nombre de choses. D'abord, je note un paradoxe qui est que on a donc mentionné cette dynamique géopolitique qui conduit à un monde fractionné, et en même temps, on a un besoin d'action collective internationale qui n'a jamais été aussi important, avec apparition de nouveaux biens publics. Il y a les anciens qu'on avait déjà maltraités, mais il y a les nouveaux. Et donc tout ça recouvre le climat, la sécurité, la lutte contre la criminalité internationale, la santé, qui est avec les pandémies, qui est apparue comme un bien collectif mondial, et pas seulement un bien au niveau national, l'information, qui est internationale, la gestion des nouveaux défis posés et opportunités posées par l'intelligence artificielle. Et donc on a cette tension qui, à mon avis, est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que Vous êtes optimiste alors? Oui, parce que cette dynamique géopolitique qui se rompt en quelque sorte n'est pas compatible avec cette accumulation de besoins d'action commune. Donc on va nécessairement trouver une solution. La deuxième, et je crois que cette solution, c'est en effet de construire des coalitions autour d'objectifs communs spécifiques. C'est les clubs dont parle Jacob von Weizsäcker, et je crois que ça, c'est fondamental. La deuxième idée, c'est celle de mobilisation du secteur privé. Et je crois qu'il faut faire le lien avec le précédent. Ces clubs, ce n'est pas seulement des clubs d'État. Ça doit être des clubs d'acteurs publics et privés réunis autour d'objectifs communs. Et ça permet de dépasser l'incantation, parce que l'un des problèmes de la mobilisation du secteur privé, c'est l'incantation permanente. C'est from billions to trillions. On affiche toujours des trillions. On affiche des objectifs, on dit c'est le secteur privé qui va les fournir. Mais le secteur privé, il a sa propre logique. Il ne va rentrer dans des projets que s'ils sont rentables de son point de vue. Et donc, il faut construire des coalitions autour d'objectifs. Comment lutter contre le climat? Comment favoriser la réduction de la pauvreté? Comment, en associant le secteur privé dès le départ de la réflexion? Et ça, je crois qu'on peut arriver à faire beaucoup de choses, et c'est à mon avis fondamental. La troisième idée que je retiens, c'est ce balancement entre rupture et continuité. On a toujours l'impression d'être dans un monde de rupture, et en même temps, on a construit des atouts qui sont les institutions, qui peuvent jouer un rôle majeur et qui jouent un rôle déterminant. Donc je crois que ce qu'on a entendu autour de cette table, c'est le fait qu'on a des institutions qui sont en charge, avec des instruments qui ont été prouvés, et le tout maintenant, c'est d'avoir derrière une volonté politique pour rassembler tout ça. Et peut-être ce qui manque, c'est, dans le cas de cette philosophie de club, cette capacité de travailler ensemble. Et l'un des problèmes d'avoir des institutions, c'est que ça crée aussi des logiques institutionnelles, et il y a aussi de la concurrence entre institutions. Donc comment dépasser cela pour créer des actions communes autour d'objectifs partagés? On va faire réagir la salle. Voilà. Merci. Entendu. Il y a Merci d'autres Pierre, idées. il nous reste 5 minutes. Qui a des questions peut-être? 3 minutes. Bon. Une question peut-être, monsieur? Est-ce qu'on peut vous apporter un micro? Voilà. Merci. Alors moi j'ai une question qui concerne les investissements de la Banque européenne sur le financement de la défense. 2 petites questions. La première, c'est est-ce que ces investissements de la Banque européenne sont pris en compte dans le calcul du pourcentage du PIB
que les pays allouent à leur défense, et si jamais la répartition est la même entre chaque pays, ou si jamais il y a évidemment des pays qui sont privilégiés, notamment les États baltes. Je vous remercie. Qui veut répondre? Grégoire. Il y a pas de, on ne privilégie pas tel ou tel pays par rapport à un autre. Simplement, il y a une demande qui n'est pas la même. Et il y a une base industrielle qui n'est pas non plus la même. Elle est diverse sur l'ensemble du territoire européen. Notre rôle à nous, c'est de répondre aux sollicitations ou aux différents marchés qui soient mûrs ou pas. Sans trahir de secret, aujourd'hui, les 2 premiers pays qui bénéficient des financements de la Banque européenne dans le secteur de la défense sont la Pologne et la France. Donc avec un marché privé dynamique. Sur la question de la comptabilisation, non, on n'est pas directement comptabilisé sur l'effort du PIB. Néanmoins, on réfléchit à ce que ce soit comptabilisé dans l'effort par rapport à l'engagement au temps. Alors le mécanisme, c'est un peu plus complexe. C'est dans les outils que j'ai évoqués tout à l'heure sur la mobilisation du secteur privé. On réfléchit à constituer un fonds, un Defense Equity Facility, dans lequel on chercherait à tirer et du secteur public et du secteur privé. Et la part qui serait versée par le secteur public viendrait, elle, se comptabiliser dans cet engagement 5% au temps. Merci beaucoup. Une autre question? Ah, monsieur. J'ai une question sur continuer le thème de défense. Il y a un fonds d'investissement de NATO pour investir dans des startups qui créent les defense tech. Vous envisagez peut-être créer les autres fonds d'investissement early stage pour investir dans les autres technologies comme climat, comme sociaux? Qui veut répondre? Odile Basso peut-être? Odile Renaud-Basso ou encore Grégoire alors, on essaye d'investir. On est conscient qu'il faut investir à la fois dans la défense et dans la tech. Et pour nous, on veut réconcilier innovation et défense. Qui veut dire dans la tech veut pas forcément dire des boîtes matures, donc on est plutôt sur du seed et du early stage. Il y a des instruments, nous en font de manière indirecte, on est acteurs de fonds qui vont le faire, donc avec des fonds de venture, mais on le fait aussi via un instrument de la Commission européenne qui a élargi son champ d'investissement au secteur de la défense. Ce programme s'appelle l'EIC, European Innovation Council, qui a 2 outils intéressants, un élément subventionnel jusqu'à 4 millions d'euros et un élément de fonds propres en equity qui peut aller jusqu'à 30 millions d'euros. Ça a été élargi récemment par ce qu'on appelle le programme STEP, désolé pour les acronymes. Et ce programme qui va jusqu'à 30 millions d'equity pourrait être encore élargi dans le cadre du prochain programme financier pluriannuel à 50 voire 70 millions d'euros, ce qui est quand même un game changer par rapport à la Commission européenne qui n'avait jusqu'à présent pas fait d'investissement direct en equity. Et là, on voit que depuis 4-5 ans, il y a cette ambition d'être présent, en particulier effectivement sur du early stage et sur la défense. Early stage, donc une dernière question. Ah oui, allez-y, monsieur le ministre. C'est une question très importante et l'Europe peut jouer un rôle majeur là-dessus, mais aussi il faut une réflexion dans les États membres. Et pour ne pas parler de la France, je parle de mon propre pays. On est en train d'augmenter les dépenses pour la défense par an, de 50 milliards par an à 150. Et pour le moment, aux États-Unis, on dépense à peu près 10 ou 12% des dépenses militaires pour la technologie, pour développer des nouvelles technologies. En Allemagne, c'est plutôt 2%. En France, je ne connais pas le chiffre exact, mais si vous faites le tour en Europe, souvent, il y a une relation très étroite entre les fournisseurs assez traditionnels des armes et le gouvernement. Et donc la technologie, on n'investit pas assez. Donc si les États membres ne commencent pas à réfléchir, est-ce qu'ils peuvent peut-être monter ce pourcentage vers 10%, l'Europe tout seul ne va pas réussir de vraiment changer cet esprit. Et c'est important pour la sécurité, mais franchement, c'est aussi important pour éviter un gaspillage énorme de ressources qui ne va pas au moins aider notre économie en même temps. Donc, c'est un point très important que vous évoquez. C'est l'Europe qui peut pousser dans ce sens, mais sans les États membres, je pense qu'on aura des difficultés. Merci beaucoup. Donc, Jacob van Vestager, Odile Renaud-Basso, Grégoire Chevrillard-Le Drian, Paolo Correa, merci. Pierre Jacquet, merci d'avoir été là. Ça continue, les rencontres économiques, sur un prochain sujet. Merci à tous.